Ce programme est présenté par Science et Vie. La légende raconte que quand Boa sent son dernier souffle arriver, il se met à chercher l'arbre le plus robuste de la forêt. Il choisit alors un grand baobab creux. Le vieux serpent n'a pas de descendance pour veiller sur lui. Personne ne sera là lorsqu'il s'éteindra. Il glisse dans un trou, comme s'il glissait dans une grotte, car ici il n'y a pas de grotte. Et c'est là qu'il finira ses jours. Boa est attiré par les plus gros baobabs, ceux qui portent en eux la lumière. C'est ce qui le pousse à s'y réfugier. Une fois à l'abri, Boa recrache le diamant qu'il porte en lui et le dépose au bord du trou. La pierre attire les autres animaux sur l'arbre. Ainsi, Boa peut se nourrir. 2 ou 3 proies lui suffisent. Il se fait vieux et il n'est plus très actif. Quand on voit un grand baobab creux, on ne le dérange pas car on sait que le vieux Boa habite ici avec son diamant. On dit qu'ici, dans Tsitaka Kansa, notre baobab, les anciens ont vu le vieux Boa. Partout sur Terre, dans toutes les cultures, des peuples ont enraciné leurs croyances dans des arbres majestueux dans lesquels ils ont vu l'origine du monde. Ces arbres protecteurs, capables de connecter la terre et le ciel, l'invisible et le visible, l'infiniment petit et l'infiniment grand, sont aujourd'hui encore chargés de mystères. Mais leur fantastique pouvoir pourrait bien s'expliquer par la vie qui trouve refuge en leur sein. Car derrière l'arbre s'étend tout un monde, toute une forêt. Aux 4 coins de la planète, des femmes et des hommes cherchent à mieux comprendre les liens subtils et secrets qui unissent entre eux les êtres vivants et les arbres dans les écosystèmes forestiers de la planète. Et leur fascinante découverte contribue à lever le voile sur l'arbre qui cache la forêt. Sur la côte aride de l'ouest de Madagascar, s'étire sur 2500 km² une forêt éparse, un écrin de vie qui défie les lois de la nature. Ici, les températures peuvent grimper jusqu'à 35 degrés. Mais surtout, les pluies sont extrêmement rares. C'est la forêt tropicale sèche, le royaume des baobabs. Ces géants centenaires, avec leurs troncs massifs et leurs branches pointant vers le ciel, semblent vouloir chatouiller les nuages pour qu'il pleuve. C'est que les baobabs sont bien plus que des arbres. Ce sont les piliers d'un monde vibrant de biodiversité. Les mammifères nombreux et variés en sont les gardiens,
Et il partage ce sanctuaire avec près de 1800 espèces végétales, dont la plupart ne se retrouvent nulle part ailleurs sur Terre. Et tantôt dans l'adversité, tantôt dans la solidarité, la vie, qui ne tient ici parfois qu'à un fil, s'est organisée, tissant un véritable réseau d'interdépendance adapté aux défis du milieu. Au cœur de cette toile complexe, le baobab occupe une place déterminante, en particulier pour le peuple Sakalava. Ces arbres majestueux sont les gardiens silencieux de leur histoire, de leurs croyances et surtout de leur ressource la plus précieuse, l'eau. Ici, il fait très chaud et très sec. Pour nous, la vie est difficile, car ici, il n'y a pas d'eau. Nous utilisons ce baobab pour stocker l'eau. C'est lui qui nous fait vivre au quotidien. Ce sont nos ancêtres qui ont eu l'idée de creuser le baobab. Ils trouvaient le baobab très grand, ce qui permettait d'avoir beaucoup d'eau. Nous prenons une hache pour enlever l'écorce du baobab. Nous taillons une fenêtre. Ensuite, nous creusons l'intérieur du baobab. Ça ne l'empêche pas de continuer à vivre. Il y a environ 200 à 300 baobabs creusés. Dans ce village, chaque famille a le sien. Notre technique, c'est de creuser un trou en bas du baobab. Quand il pleut, l'eau s'accumule ici et on la récupère. Dès que la pluie tombe, avec notre famille, nous prenons une torche et nous partons même à minuit pour remplir le baobab. Parce qu'on ne sait pas quand la pluie tombera à nouveau. Attends, je vais boire un peu d'eau. Tiens, si toi aussi t'en veux. L'eau du baobab nous permet de faire vivre notre famille pendant la saison sèche, qui dure plus de 5 mois. Ce baobab a changé notre quotidien. Nous l'aimons car ce sont nos ancêtres qui l'ont creusé. Et c'est une bénédiction pour nous. Quand je ne serai plus là, mes enfants en hériteront. Dans d'autres endroits de la forêt, les baobabs sont si vénérés qu'on ne les creuse pas. Ils se voient même attribuer des personnalités et des pouvoirs magiques. Le majestueux Tsitaka Kansa est l'un d'eux. Ce colosse, dont le nom signifie « Si tu chantes d'un côté de mon tronc, on ne pourra t'entendre de l'autre côté », est l'un des plus gros arbres du monde.
Toi, Tsitaka Kansa, voilà du rhum, du tabac et de l'argent. Bénis-nous pour que rien ne nous arrive ici, à Andombiri. Vieux de plus de 900 ans, il ne mesure que 15 mètres de haut, mais son tronc massif affiche une circonférence impressionnante de plus de 30 mètres. Coiffé d'une couronne ébouriffée de branches tortueuses, il trône comme un roi sur son royaume. Et tout autour, les acacias, les pachypodiums et les euphorbes semblent se prosterner à ses pieds. C'est que le monde gravite autour de lui en quelque sorte. Notre baobab est l'arbre pivot de tout un écosystème. Il attire de nombreuses espèces séduites par la promesse de ses feuilles, la douceur de ses fleurs et la richesse de ses fruits. Mieux encore, son tronc massif et sa ramure sinueuse offrent une myriade de cachettes pour les petits mammifères et les oiseaux en quête d'abri. Si Tsitaka Kansa est le souverain majestueux de cette forêt, il ne règne pas seul. Son tronc est gardé par une armée secrète mais indispensable, les fourmis. Ces petites ouvrières du sol travaillent en harmonie avec lui, enrichissant la terre de son royaume et contribuant au bon fonctionnement de la forêt. Pour l'entomologiste Brian Fisher, les fourmis sont bien plus que de simples travailleuses. Elles sont le cœur battant de cet écosystème, le cœur même de la vie. À l'époque, j'étais botaniste. Et je voyais cette pluie infinie de fourmis partout dans la forêt. J'ai demandé qui étudiait ces fourmis. Personne. Quoi? Personne n'étudie ça? C'est alors que j'ai cessé d'étudier les plantes et que j'ai commencé à explorer le monde des fourmis. Il n'y aurait pas de forêt sans fourmis. Qu'est-ce qu'une forêt? Les forêts, ce sont ces choses que nous considérons comme importantes. Souvent, lorsqu'on entre dans une forêt, on est surtout attiré par tous les arbres verts qui s'y trouvent. C'est le cycle vert, c'est la croissance. Mais pour qu'un écosystème fonctionne, il faut aussi un cycle brun. Et les insectes, en particulier les fourmis, dominent ce cycle brun. Les fourmis sont de véritables ingénieurs du sol dans les forêts de Madagascar. Le sol d'une forêt tropicale est très appauvri. C'est pourquoi ces colonies de fourmis sont essentielles. Elles retournent le sol, ce qui permet de déplacer les nutriments et de les mélanger à travers une énorme couche de litière. C'est un mouvement constant de terre qui sort, de nutriments qui sortent et qui se mélangent sans cesse. C'est ce mélange qui crée un véritable sol. On pourrait dire que sans les fourmis, ces plantes ne recevraient pas l'eau dont elles ont besoin tout au long de l'année. Bien sûr, elles ont de l'eau pendant la saison des pluies. Mais la question c'est, comment survivre pendant la saison sèche? Ainsi, non seulement elles retournent les sols, mais elles les rendent également poreux. Elles créent tous ces tunnels pour que lorsqu'il pleut enfin, l'eau puisse s'infiltrer dans le sol. Sans cela, nous n'aurions pas la riche biodiversité que nous avons ici. Nous en savons de plus en plus sur l'incroyable relation que ces fourmis entretiennent avec les autres espèces, qu'il s'agisse de plantes ou d'autres insectes. Il s'agit de la peau du serpent qui vit dans ce nid. Les fourmis sont en train de la sortir, en ce moment même. C'est incroyable. Tout cela a dû être déplacé hier, peut-être. Là, elles enlèvent le plus gros morceau de la peau de serpent. Je n'ai jamais vu cela auparavant. Il sera très intéressant de voir la taille réelle de ce serpent. Je suis tenté de vouloir les aider, mais elles semblent faire du bon travail par elles-mêmes.
Que se passe-t-il ici? Pourquoi y a-t-il une peau de serpent? Eh bien, ici, il existe une relation étonnante avec les serpents. Ces fourmis sont géantes. Ce sont d'énormes colonies avec des tunnels profonds qui s'enfoncent dans le sol et tous leurs œufs s'y trouvent. Ainsi, si vous avez 1 millier d'ouvrières, vous avez des milliers de larves. Mais il existe un serpent qui se spécialise dans la consommation de larves de fourmis. Et si vous pouviez trouver un moyen d'éloigner ce prédateur? C'est ce qu'ont fait ces fourmis. Il y a un autre serpent, un serpent encore plus gros, avec lequel elles sont gentilles et amicales, qui entre dans le nid. Pourquoi le serpent veut-il entrer là-dedans? C'est parce que c'est frais, c'est profond, c'est sombre, c'est humide. Et ce serpent vivra là. Il protège ainsi la colonie du serpent prédateur qui veut entrer dans le tunnel et manger toutes les larves. Les gens d'ici ont également compris qu'il existe une relation entre le serpent et les fourmis. Ils appellent ce serpent la mère des fourmis. Je pense que ce qui est vraiment difficile à apprécier pour les humains, c'est la codépendance et les interconnexions qui se produisent dans un écosystème. Nous commençons à briser ces processus et ces interactions avec des perturbations parce que nous coupons des arbres ou nous construisons des routes. Nous n'avons pas encore compris que plus nous dérangeons, plus ces systèmes sont fragiles et commencent à s'effondrer. Quand on perd une forêt, on ne perd pas que les arbres, n'est-ce pas? En perdant les arbres, nous perdons aussi tous ces insectes, même les fourmis. Madagascar a ceci de spécial que chaque forêt, chaque aire protégée a ses propres espèces. Si nous perdons cette forêt, nous perdons ces espèces. Notre baobab est déterminant pour les espèces qui en dépendent. Mais il ne se contente pas d'offrir un sanctuaire aux autres formes de vie. Il mène aussi sa propre bataille pour l'existence, déployant un florilège d'adaptation unique pour braver l'aridité de son environnement. Le premier secret de sa résilience se cache dans son tronc. Loin du bois rigide de ses congénères, il arbore une structure fibreuse, s'apparentant à une éponge géante capable de contenir jusqu'à 80% d'eau. L'écorce épaisse qui l'entoure endosse le rôle de bouclier isolant, limitant les pertes d'eau face aux assauts du soleil. Il est capable de stocker jusqu'à 120 000 litres d'eau. Ce butin précieux assure au baobab une autonomie pendant les sécheresses prolongées qui peuvent durer des années, voire des décennies. Il peut même renoncer à l'un de ses éléments constitutifs, ses feuilles. Ce sacrifice délibéré lui permet de minimiser la perte d'eau par transpiration. Une adaptation vitale face à l'aridité persistante. Mais la ruse de notre vieux baobab ne se limite pas à la part visible de son être. Ses racines, en véritables stratèges, se déploient à faible profondeur dans les 2 premiers mètres du sol, prêtes à saisir la moindre goutte d'eau que leur offre le ciel. Alors que notre baobab défie la sécheresse avec ses adaptations uniques, certaines espèces, comme le caméléon fucifère labordi, ont développé d'étonnantes stratégies de survie, presque radicales. Pour éviter de s'exposer à un environnement trop chaud, ce petit maître du camouflage va jusqu'à retarder le moment de sa venue au monde. Frank Glo, herpétologue, en est l'un des meilleurs spécialistes. Dans la forêt sèche, où l'eau est très limitée, il faut survivre pendant la saison sèche. Fucifère labordi est l'un des animaux dont la durée de vie est la plus courte parmi les vertébrés supérieurs. Cette espèce passe la plupart de sa vie dans son œuf et seulement quelques mois comme caméléon. Il ne vit que 4 ou 5 mois avant de mourir.
C'est l'une des stratégies pour survivre dans les conditions rudes, asséchées et difficiles de la forêt sèche. Chacune des espèces qui vit ici a sa propre stratégie pour survivre. Sans ces stratégies, elles ne seraient plus là. Aujourd'hui, elles auraient disparu. Les espèces ne sont pas seulement liées aux arbres par leur physiologie, mais aussi par leur coloration. Le mimétisme est omniprésent dans la nature. Toutes les espèces sont liées à leur environnement. Sans l'environnement qui leur fournit le substrat de base de leur vie, elles ne pourraient pas exister. Bien, il se cache maintenant. Ici, les espèces utilisent le camouflage. Cela signifie qu'elles ressemblent aux plantes sur lesquelles elles évoluent. Ainsi, les prédateurs ont de grandes difficultés à les voir. Le mimétisme peut inclure la couleur, la forme et le comportement. Par exemple, les caméléons. S'ils sont posés sur des branches et qu'il y a un peu de brise, ils avancent et reculent pour imiter le vent, le mouvement des branches dans le vent. Alors, il est très difficile pour les prédateurs de voir les caméléons. Les caméléons ont une capacité limitée à changer de couleur. Si vous regardez dans la forêt, vous verrez qu'il y a des couleurs brunes et des couleurs vertes. Les deux font partie de l'habitat. Ils doivent donc prendre une décision. Les caméléons doivent décider s'il est préférable d'imiter le vert, le marron ou un mélange de vert et de marron. L'interdépendance entre les espèces est omniprésente dans une telle forêt. Chaque espèce est donc liée à de nombreuses autres espèces. Ensemble, elles forment un écosystème complet. Dans ce théâtre de la survie qu'est la forêt tropicale sèche de Madagascar, notre baobab ne cherche pas à se camoufler. Il porte fièrement sa couleur verte, qu'il doit à la chlorophylle de ses feuilles. Ce pigment est le maestro de la photosynthèse, cette alchimie subtile qui métamorphose la lumière du soleil en sucre, en énergie vitale, en souffle de vie. Ce processus biologique fondamental ne se contente pas de nourrir notre arbre. Il est à la base de toutes les chaînes alimentaires sur Terre. Chaque feuille de notre baobab raconte ainsi une page du grand récit des interdépendances, offrant nourriture, abri et même lieu de naissance aux insectes qui y pondent leurs œufs. Grâce à cette magie de la photosynthèse, et avec l'aide des racines, les feuilles de notre baobab actionnent une pompe biologique prodigieuse, capable de puiser des centaines de litres d'eau du sol chaque jour, même lorsque la saison sèche étend son voile aride sur la forêt. Elles conduisent ainsi le précieux liquide à travers le tronc, l'acheminant jusqu'aux branches les plus hautes, hydratant l'arbre tout entier, lui donnant la force de déployer une fois par an, pendant quelques heures seulement, ses fleurs. Ainsi drapé de son plus bel apparat, il affiche sa détermination à la face du ciel et signale aux habitants de la forêt tout entière que le ballet des insectes pollinisateurs peut commencer. C'est ce spectacle envoûtant qu'Onja Razanamaro, biologiste, cherche à observer chaque fois qu'elle en a la chance. Car ici, chaque détail est une note dans la grande symphonie de la vie. Chaque organisme un musicien. Chaque interaction, une harmonie.
Chacun a son rôle à jouer dans cette composition complexe qu'est la forêt tropicale sèche. Allez. Donc là, je suis en train de voir s'il y a des boutons floraux qui vont s'ouvrir ce soir. Parce que pour les baobabs, l'ouverture de la fleur, c'est au crépuscule. Donc il faut repérer le matin s'il y a des boutons matures. On croise les doigts pour en trouver des boutons pour ce soir. Pour qu'on puisse travailler et voir les pollinisateurs des baobabs. Non, c'est pas encore pour aujourd'hui. La fleur des baobabs, elle est très particulière parce que c'est seulement pendant les 3 heures d'ouverture de la fleur qu'elle est très active et qu'elle émette beaucoup plus d'odeurs florales et aussi produisent beaucoup plus de nectar pour attirer des pollinisateurs à ce moment précis. Donc pour le baobab, c'est seulement 3 heures pour survivre. Le soleil va se coucher et on attend l'ouverture de la fleur. On a 1, 2, 3, 4... Ça commence à s'ouvrir là, juste devant moi. C'est vraiment tardif cet arbre. Donc il est quelle heure? Donc pour cet arbre, il s'ouvre à 19h15. Tous les insectes qui viennent sur les fleurs ne sont pas forcément des pollinisateurs. Ceux seulement qui peuvent transférer les pollens sont les vrais pollinisateurs. Par contre, les autres qui arrivent prendre seulement du nectar à la base de la fleur et sans toucher les pollens, ce sont des voleurs de nectar. La fleur, elle arrive jusqu'à 17 cm de long. Pour qu'il y ait un transfert de pollen, donc, il faut un insecte qui a un long trompe pour qu'il puisse avoir le nectar et toucher le pollen au bout de la fleur. Jusque maintenant, on a trouvé que les pollinisateurs sont des sphinx, les papillons de nuit. C'était là, cette fleur, là, tout à l'heure? Non. Juste là. Ah, il y a un sphinx. Il aime le feu. Mais comme c'est difficile de faire les statistiques sur la canopée de baobab, le piège lumineux nous aide à collecter les insectes, notamment les sphinx surtout. Ça nous permet de travailler au sol et de le manipuler facilement et de voir aussi la longueur de la trompe et pouvoir faire après la corrélation entre la fleur et les pollinisateurs. En ce moment, il y a une déforestation accrue de l'habitat de baobab et cette déforestation met en danger les espèces. Les baobabs, on les voit tout seuls au milieu des rizières ou au milieu des champs de culture. Alors que normalement, les baobabs, c'est dans leur écosystème, dans les habitats naturels. Les baobabs ont besoin de tous ces insectes qui participent à sa survie. Si on coupe tout, toutes les interactions sont interrompues. Et dans ce sens-là, on ne peut pas dire qu'on peut en avoir encore des baobabs dans les futurs.
Au cœur de la forêt tropicale sèche, Sitakakansa, notre baobab vieux de plus de 900 ans, est le témoin impuissant et isolé d'un monde en cours de déforestation, sur le point d'être privé de ses interdépendances. Ces fruits renferment même le souvenir d'une faune aujourd'hui disparue. Il y a quelques siècles à peine, des oiseaux éléphants, des lémuriens géants et des tortues colossales s'en nourrissaient, déchirant leur coriace écorce, semant leurs graines au cours de leur pérégrination dans un balai vital pour l'arbre. Mais les changements climatiques et l'ombre de l'homme se sont étendus sur la forêt, ont exterminé les mastodontes et ont réduit au silence cette symphonie de la nature. Sitakakansa continue d'offrir des fruits. Mais il n'a plus de messagers pour transporter ses semences, plus de serviteurs pour l'aider à se répandre. Or, la jeune pousse ne peut se déployer dans l'ombre de son parent. Perchés haut dans le ciel, à plus de 10 mètres du sol, ces fruits peuvent attendre des mois avant de succomber à la gravité. Et pourtant, lorsqu'ils chutent, l'armure du fruit ne cède pas toujours. Les graines, blotties dans leur cocon protecteur, patientent. Quand un fruit se brise enfin, c'est l'heure des réjouissances. Lémuriens, petits rongeurs, insectes, tous se pressent pour le festin. Mais aujourd'hui, aucun convive, aussi gourmand soit-il, n'est capable d'ingérer le fruit en son entièreté, seule garantie d'une germination prometteuse. En l'absence de ses anciens alliés, notre baobab s'accroche pourtant à la vie. Un homme sait à quel point les disperseurs sont essentiels au bon fonctionnement de la forêt. Herman Raffalinirina est primatologue et expert des relations qui unissent le monde végétal et le monde animal. Quand j'ai vu un lémurin sur un arbre, je me vois comme à travers un miroir. Un jour, la forêt pourrait disparaître. Et si la forêt disparaît, les lémurins aussi, et pourquoi pas moi? On compte 112 espèces de lémurins à Madagascar. Ces lémurins, c'est notre emblème national. Ce sont les jardiniers de la forêt de Madagascar. Ce sont des frugivores, ils mangent des fruits, mais dans leur régime alimentaire, ils peuvent compléter avec les feuilles, les graines et aussi les champignons. Ils aident la forêt à se disperser. Donc il y a une interdépendance entre la forêt et cette espèce de lémurin-là. Les lémuriens sont très mobiles et ils peuvent parcourir des kilomètres. Hein. Lors de leur déplacement, ils font de la digestion, ils défèquent et dispersent les graines. Pour qu'un animal soit qualifié disperseur, il faut que les graines soient amenées à plus de 100 mètres de la plante mère. Ça, c'est pour éviter des compétitions entre la plante mère et les jeunes pousses. On sait très bien à quel moment il va déféquer. Et là, on va essayer d'attraper le plus tôt que possible pour que les matières fécales ne soient pas infectées par des bactéries par terre. Hein. Donc, on va les récupérer tout de suite. Et là, c'est vraiment très important pour les chercheurs d'avoir les matières fécales parce que ça représente comme une or. Et là, il y a... Oh, 6 graines. De toute évidence, il y a une relation entre la taille du fruit et la taille de l'animal. L'animal qui présente une large surface peut avaler les gros fruits et les graines avec en même temps. Et aussi, il y a une relation entre la force de mastication
et la dureté des fruits. C'est comme par exemple le baobab, hein, un animal qui n'a pas de force de mastication élevée ne peut pas briser le coq de baobab. On peut dire que le baobab est devenu un arbre orphelin parce qu'ils ont perdu leur disperseur et ils sont vraiment très en danger. La plupart des baobabs sont agrégés autour des champs et des villages. Il n'y a plus de disperseurs de baobabs, mais certains pensent que les animaux d'élevage pourraient disperser les baobabs actuellement, y compris les hommes. Pour se répandre, le monde végétal est intimement lié à la diversité du monde animal. Et dans l'attente de trouver de véritables disperseurs, notre baobab solitaire trouve en son ombre une compagne silencieuse, mais fidèle. Cette ombre, ample et généreuse, esquisse une ronde gracieuse, une valse lente, orchestrée par les rotations du soleil. C'est sous ce voile tamisé que les êtres vivants en quête de fraîcheur trouvent un peu de répit. Les herbes et les arbustes qui tolèrent l'ombre y puisent également des nutriments issus de la décomposition des feuilles du baobab. En façonnant ainsi le paysage, notre arbre infléchit le destin des espèces végétales qui se développent à son pied. Toutefois, en certains endroits, ces géants ne sont plus que des fantômes du passé, des fossiles d'une forêt déjà disparue, des sentinelles immobiles portant le témoignage silencieux des activités humaines. Protégés par leur stature imposante et leur bois fibreux sans valeur marchande, ils demeurent néanmoins impuissants, incapables de mener à terme leur cycle de reproduction. Alors, des hommes et des femmes tentent de prendre le relais des disperseurs disparus, animés par la volonté de restaurer des réseaux d'interdépendance. Et parmi eux, Amil Harrison. Dans cette pépinière, ils sèment les graines d'un avenir qu'ils veulent plein d'espérance. Pour éviter la destruction de la forêt, il faut apprendre à la protéger dès le plus jeune âge, dès l'école primaire. Tout le monde regarde bien. Il faut tasser le sachet à plusieurs reprises pour que ça soit bien rempli. Notre devise à Dry Forest, c'est « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Pourquoi doit-on tremper les graines de baobab dans l'eau? Pour que ce soit mou et humide. Oui, mou et humide. On va maintenant commencer à creuser. 1 mètre, 1,5 mètres entre les trous. Lorsque vous avez fini de creuser, il faut tout de suite planter l'arbre. De plus en plus de gens ont conscience qu'il faut protéger la forêt et l'environnement. Mais hélas, il faut bien qu'ils mangent tous les jours.
Ils sont donc obligés de détruire la forêt pour rendre la terre fertile et la cultiver. C'est ce qu'on appelle la culture sur brûlis. Il faut que tout le monde soit bien conscient que la préservation de la forêt sèche est bien plus bénéfique à long terme que sa destruction. Je me sens heureux quand je touche ce baobab. J'ai l'impression de toucher les générations futures à travers lui. Quand vous avez fini, venez ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? Planter, préserver et protéger. C'est bien ça. C'est aussi ce que font vos parents. Ils vous donnent naissance, vous éduquent et vous protègent. C'est clair? C'est ce que je souhaite pour Madagascar. Produire comme la nature, mais pas détruire comme les humains.